Retour sur notre plateau pour cette 3e journée du printemps de l'orientation avec une nouvelle émission avec cette fois-ci le thème des jeunes qui parlent aux jeunes, du bac à l'insertion professionnelle. Vous le voyez, nous avons notre plateau qui est bien rempli. À ma droite, justement, il y a Thomas Larieux qui est étudiant en sciences politiques à Bordeaux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Et à l'extrême droite, on a Maxime Deloire, justement, on en parlait dans l'émission précédente, qui est étudiant en BTS aménagement paysager au Lecta de Pau. Bonjour Maxime. Bonjour. Et de ton côté, Denis. Continue. On a Damien, toujours Damien qui est là. Et à côté de Damien, on a Tom et Clément, Tom Lopez et Clément Cazotet. Oui. Bonjour. Bonjour. Qui sont tous les deux ingénieurs, chefs d'entreprise et qui ont surtout de très beaux polos. Quel est le signe? Rappelons-le. La région Nouvelle-Aquitaine, Olympiade des métiers. Ah Damien, ça fait plaisir. Ah, ça fait plus que plaisir. Tu imagines bien. Alors, c'est pas du tout pour parler des Olympiades des métiers qui sont venus, mais ils sont effectivement en concours, en production industrielle en équipe. Ils sont chefs d'entreprise, ils sont ingénieurs, ils ont plein de qualités. Donc, c'était l'occasion rêvée quand même de les faire venir pour parler un petit peu de leur parcours et de ce qu'ils font. Alors justement, puisqu'on est avec vous, Tom et Clément, est-ce que vous pouvez nous parler de ce côté chef d'entreprise que vous avez? Quel est déjà votre parcours? Depuis combien de temps vous êtes diplômé? Et parlez-nous de cette entreprise. Dites-nous tout. Qui commence? Clément? Tom? Tom, si tu veux. Vas-y. Shifumi, c'est bon. Du coup, je vais commencer. Bon, mais nous, tout a démarré après le bac. On a fait tous les deux un bac STI 2D. Par la suite, on s'est orienté vers un bachelor de technologie qu'on a réalisé aux arts et métiers. Et ensuite, on a poursuivi par une école d'ingénieur en apprentissage en partenariat avec le CFAI d'Aquitaine. Là, on était dans différentes entreprises. Pour ma part, j'étais chez Airbus à Toulouse et Clément chez Safran du côté de Pau. Et du coup, je vais laisser parler Clément pour la partie création d'entreprise. Et du coup, en parallèle de nos études, quand on était encore apprenti ingénieur, on a décidé de participer à un concours de conception. Et en fait, de fil en aiguille, on est venu à développer l'idée de créer notre entreprise autour de la fabrication d'une imprimante 3D multifonction pour les professionnels. Et donc, depuis notre diplôme, en septembre 2020, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat à 4 avec nos 2 autres associés qui ont également le même parcours que nous. Et donc, on est à 100% dans l'activité de l'entrepreneuriat sur cette entreprise. Au tout départ, il y a quand même une participation aux Olympiades des métiers. Vous avez participé, parce qu'il faut quand même préciser ce que sont ces Olympiades des métiers pour les gens qui ne connaissent pas forcément. C'est une sorte de... Comment on pourrait décrire tout ça, définir tout ça? C'est une grande rencontre, mais c'est une compétition aussi. Expliquez-nous clairement, expliquez clairement au public aussi. Pour faire simple, ce sont les Jeux olympiques des métiers où chaque métier est représenté. Donc cela va de l'industrie à l'agriculture, à l'automobile, en passant par l'alimentation. Et nous, on représente en équipe le métier de production industrielle, où on est 3 personnes en équipe qui représentent la région Nouvelle-Aquitaine, où à la base on part d'un cahier des charges avec une idée. Et à la fin de ces Olympiades-là, on en ressort avec un prototype du cahier des charges fonctionnel qui démontre autant bien à la fois le domaine mécanique que le domaine de l'électronique. Alors il faut préciser, Damien, tu l'organises, malheureusement on ne peut plus à cause de la crise sanitaire, mais on n'est pas dans un stade, mais on est dans une enceinte quasiment sportive, on va dire, où il y a une pression énorme, et une compétition qui se joue à chaque minute, c'est quelque chose d'incroyable. Ah, quand on dit c'est des Jeux Olympiques, c'est vraiment des Jeux Olympiques. Les jeunes qui sont en concours, ils sont les uns face aux autres. Moi, je prends souvent l'image de l'émission, par exemple, Top Chef, comme illustration. C'est le Top Chef, mais ce n'est pas le Top Chef de la cuisine. C'est le Top Chef de l'industrie, des travaux paysagers. C'est le Top Chef de la mécanique automobile, de l'élevage au vin. On y voit 70 métiers. Donc, en termes d'orientation, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Pour les jeunes et pour l'équipe de production industrielle en particulier, c'est un projet. Et j'espère que ça va les amener jusqu'à Shanghai, puisque eux, actuellement, ils sont en concours. Ils se préparent pour aller à Lyon sur une première phase face aux champions régionaux des autres régions de France. Et ils vont faire une première phase à Lyon début avril. Des images de 2017 voilà. Et 2018. Et ils vont aller ensuite à Lyon au mois de janvier pour, je l'espère pour eux, en tous les cas, on le souhaite et on les accompagne pour ça, devenir champions de France de leur métier et représenter la France ensuite à Shanghai
en octobre pour les championnats du monde. Donc c'est ça l'objectif pour eux. Et d'un point de vue de l'orientation, puisqu'on est quand même sur une émission de l'orientation, c'est quand on le fait au Parc des Expos de Bordeaux et on le fera en octobre ou novembre 2022. 2042, maintenant. 2022, non, ça sera un peu plus tôt que 2042. C'est ouvert au public. Ça sera ouvert au public et vous pouvez voir 70 métiers exercés à 50 cm de vos yeux sur un même espace, lieu et temps. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose d'utile, nous semble-t-il. Donc en ce moment, vous entraînez encore là? Comment ça se passe là? Vous êtes, Oui, du coup, on a des entraînements individuels donc, où on s'entraîne de notre côté sur nos compétences. Et également, la région Nouvelle-Aquitaine propose des stages de préparation physique et mentale pour tous les métiers de la région Nouvelle-Aquitaine, où on est tous regroupés en équipe. On forme qu'une seule et même équipe et groupe pour justement nous amener à nous dépasser et nous préparer au mieux pour l'événement final. Mais comment on s'entraîne? Comment vous faites? C'est quoi les entraînements? C'est tous les jours? Expliquez-nous. On se base sur d'anciens sujets qui ont été proposés lors des événements passés et on essaie de se remettre dans les conditions exactes du concours et de les reproduire. C'est tout un enchaînement. C'est quoi des gestes? C'est quoi? C'est une technique? Tout dépend du métier. Je pense que Tom est plus à même d'en parler. Ça dépend du métier. On essaye de se remettre dans exactement les mêmes conditions. Et la difficulté, c'est de faire les choses dans les temps parce qu'on a des temps donnés pour chaque épreuve. Donc moi, pour ma part, par exemple, je vais intervenir sur la partie chaudronnerie ou usinage à courant numérique. Je vais partir de mon plan ou de ma pièce et je vais me mettre un chrono. Je vais faire ma fabrication sur l'ordinateur et après, pareil sur la partie réalisation machine. Donc je vais essayer de respecter les temps et aussi de respecter le cahier des charges et obtenir le produit fini selon les exigences demandées. J'ai une question. Vous avez d'ores et déjà le projet sur lequel vous êtes en train de travailler ou pas du tout? C'est quoi que vous allez faire là pour la prochaine échéance de la compétition? Ouais, le projet, ça fait maintenant un an et demi qu'on l'a. Alors nous, notre objectif, c'est de créer une grue robotisée qui doit prendre des objets d'une charge maximale de 5 kg derrière un mur. Donc l'objectif, c'est de concevoir entièrement le robot et de le produire le jour de la compétition. Donc là, ça fait déjà un an qu'on travaille sur la partie conception du projet et on s'entraîne sur des épreuves autour de ce robot. Et donc, en fait, votre équipe, c'est un alliage de plusieurs métiers, en fait. Vous y faites de l'électronique, vous y faites de la DAO, de dessin assisté par ordinateur. Toi, tu parlais d'usinage, de chaudronnerie. Enfin, il y a vraiment du soudage. Il y a plein de choses en fait en même temps avec les trois personnes, donc tous les deux, et puis votre acolyte qui n'est pas là. Oui. Enfin, la grosse force de notre équipe, c'est qu'on va représenter beaucoup de métiers de l'industrie, en passant de la chaudronnerie à la mise en forme de tôle, à l'usinage, que ça soit à la fois conventionnel et numérique. Clément pour la partie programmation et fabrication de cartes électroniques. L'objectif, c'est de créer une équipe autonome qui va créer toute seule un robot. Et à titre personnel, justement, est-ce que vous avez toujours voulu faire partie de ce secteur de l'industrie? Parce que ce n'est pas forcément évident. Comment vous en êtes venu à ces métiers-là? Jusqu'à la création d'entreprises, d'ailleurs. Je pense que c'est au travers de nos différentes formations. L'avantage d'avoir fait le bachelor de technologie et derrière une école d'ingénieur en apprentissage, on a été mêlés du coup depuis maintenant 6 ans au monde industriel, en passant par des stages ou de l'apprentissage. Et on a pu découvrir différentes entreprises et du coup différents métiers. Et c'est ce qui donne envie de voir un maximum de métiers différents et donc à nous aussi derrière d'en faire partie. D'affiner votre choix professionnel, justement. Exactement. Au départ, c'est une vocation ou petit à petit, finalement, vous avez pris de l'appétit pour ce que vous faites aujourd'hui? Comment ça s'est articulé pour tous les deux? C'est la même chose ou ça a été totalement différent suivant vous deux? Ouais, je pense que c'est différent pour tous les deux. Moi, pour ma part, à la base, je voulais m'orienter dans les métiers du bois. Donc, du coup, qui n'a absolument rien à voir. Et c'est vraiment le bachelor de technologie qui m'a fait découvrir, pour ma part, tous les métiers de l'ingénierie, en passant par l'électronique, la mécanique, et tous les métiers industriels. Et moi, c'est le bachelor qui m'a écarté de la filière du bois et qui m'a orienté vers l'industrie et l'ingénierie. Et tu te dis malgré tout, peut-être que je reviendrai vers ces métiers, que j'irai un jour vers le bois, ou tu as totalement changé d'univers? Peut-être.
la porte n'est pas fermée pour l'instant. Là, par la création d'entreprise, on s'éclate dans ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait. Donc, je suis pas fermé à l'opportunité, mais pour l'instant, j'ai envie de rester dans ce qu'on fait dans les métiers de l'ingénierie. Alors, on va partir cette fois-ci en aménagement et paysager avec Maxime, justement. Tu es étudiant en BTS au Lecta de Pau. BTS aménagement paysager, est-ce que toi aussi, tu peux nous parler justement de ton parcours et de ton choix, justement, de ce BTS-là? Oui, en fait, moi, au départ, j'ai fait un bac S. Et je ne savais pas du tout quoi faire après. Et comme j'aimais bien soit jardiner, soit m'occuper du jardin, je me suis dit pourquoi pas aller en aménagement paysager. Et il se trouve que ça me plaît. Et comment tu t'es renseigné sur ces métiers et sur les formations qui pouvaient y conduire? Je suis allé au salon de l'étudiant, par exemple. Et après, sinon, sur l'ONICEP. Et après, du coup, Parcoursup aussi, où il y avait plein de liens et tout ça. Voilà. Donc au départ, tu es un petit peu dans le flou, tu aimes un peu le truc, et puis tu te dis, pourquoi pas finalement, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais sans véritable passion absolue. Oui, non, c'était pas une vocation au départ. Non. Et alors, justement, explique-nous à quel moment tu t'es dit, quand même, ça, c'est vraiment bien ce que je fais. Je me suis dit, parce que j'aimais bien le côté manuel aussi, même si le côté intellectuel m'intéresse, mais je me suis dit, pourquoi pas changer de ce que tout le monde m'a dit de faire, d'aller en bac S, parce qu'après on peut aller partout, après on peut faire tous les métiers qui rapportent de l'argent et tout ça. Alors que, en fait, les lycées agricoles, on n'en parle pas du tout. Enfin, en tout cas, dans les lycées généraux, pour faire après des BTS agricoles ou quoi que ce soit, on n'en parle pas du tout. Ou alors on en parle avec des a priori. Exactement. Alors on en parle, on dit oui, mais si tu pars là, après tu peux plus rien faire. Enfin, ça va te bloquer. Voilà, c'est ça, ça bloque en fait. Maxime, tu es en train de dire que ça t'aurait vraiment intéressé, même en étant dans un lycée général, d'enseignement général, d'avoir des connaissances sur les métiers de telle manière à ce que tu puisses envisager éventuellement d'aller vers ce que tu fais. Parce qu'on a l'impression parfois que les portes sont un peu fermées dans l'enseignement général et que la voie professionnelle ou les métiers ne peuvent pas y accéder. C'est ça en fait que tu nous indiques de faire? Oui, c'est ça, parce qu'en fait les métiers, soit pas forcément agricoles, mais un peu plus manuels, c'est vraiment réservé au bac pro. Enfin vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et après, tout ce qui est intellectuel, c'est bac généraux. Alors que, en fait, là, dans ma promo, par exemple, c'est très varié. Il y a des bacs pro, des bacs technologiques, des bacs généraux. Et en fait, c'est ça qui fait la force aussi, c'est que chacun apporte une connaissance que l'autre n'a pas. Et du coup, c'est vraiment... ça nous tire vers le haut, quoi. Et à partir du moment où tu as choisi d'intégrer justement le Lecta de Pau, est-ce que par rapport à ta voie générale choisie avant avec le bac S, tu as dû quelque part un peu te battre pour défendre ton projet professionnel auprès de tes proches, ou est-ce que ça a été très bien accueilli et tu as été accompagné? Alors au départ, j'avais dit à mes parents que je voulais faire vétérinaire déjà, voilà, comme beaucoup de jeunes. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter que je ne voulais plus le faire parce que les études ne m'intéressaient plus trop. Enfin, en tout cas, c'était trop théorique. Et j'ai mis 1 an à le dire à mes parents. Et j'ai un peu galéré. Mais tu stressais? C'est ça, exactement. En fait, j'avais peur de leur réaction. D'accord. Mais une fois que je leur ai dit, ils ont tout de suite accepté. Mes profs au lycée aussi l'ont tout de suite accepté. Vraiment, ils m'ont aussi encouragé, même si je ne voulais pas aller dans une fac ou une prépa, quoi. Et du coup, tu as eu un peu d'appréhension en commençant, ou tu t'es dit, allez, je vais y aller à fond? Comment tu as abordé tout ça? Je me suis dit que de toute façon, autant essayer, et puis on verra bien si ça me plaît ou pas, quoi. Et tu auras toujours moyen de rebondir. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, comment ça se passe, ce nouveau métier que tu es en train d'apprendre? J'apprends beaucoup de choses, notamment techniques, parce que là, ce que j'aime bien dans les BTS, c'est que, en tout cas dans celui-là, c'est que on met en relation la théorie
et la technique. Et donc du coup, ça nous donne vraiment une idée du métier un peu. Et en plus, après, il y a les stages où là, on fait vraiment de la pratique et on met vraiment en pratique ce qu'on apprend en cours. Et donc, c'est vraiment très complet et on apprend tout ce qu'il faut pour pouvoir soit continuer nos études après, soit intégrer une entreprise dans le paysage, soit créer son entreprise après. C'est vraiment très varié et on peut accéder après à plein de métiers différents, quoi. Et alors justement, tu parlais de l'après, tu as déjà une idée de l'après ton BTS ? Bah, si je peux essayer de faire une école du paysage pour après être architecte paysager, ça m'intéresserait. Ou sinon, après, soit me mettre à mon compte après avoir fait une licence pro. Voilà, pour après me mettre à mon compte et voilà. Exactement. Ouais, on est sur des émissions là, du CAP au bac plus 5. Toi, tu as le bac, tu vas avoir un bac plus 2 et tu es en train de dire que si tu veux poursuivre dans ce domaine-là, tu as encore des possibilités de faire du bac plus 3, du bac plus 4, du bac plus 5. Et en fait, ça t'ouvre des champs des possibles sur le domaine du paysage très large. Oui, exactement. Le BTS, ça ouvre vraiment sur beaucoup d'études différentes. Et aussi l'insertion professionnelle après, c'est vraiment très varié, quoi. Alors c'est quoi le paysage d'ailleurs? Parce que c'est un concept, j'arrive à peu près à le voir, mais concrètement c'est quoi? Le paysage, c'est en gros, c'est savoir reconnaître toutes les composantes que l'on peut observer, par exemple, par sa fenêtre. On regarde par sa fenêtre et on essaye d'analyser vraiment tout, pas forcément sur un seul détail, mais en général. Et d'après, essayer de comprendre comment ce paysage fonctionne, comment il s'est construit, comment il s'est fait. Et après, de voir comment on peut soit l'améliorer, soit le conforter. Voilà, c'est un vrai travail de projection. Si quand tu arrives quelque part, tu te dis tiens, on te dit il faudrait changer le paysage. Donc c'est parti, quoi. Tout se met en route pour tout ce que tu apprends en théorie. Il faut ensuite, c'est ça. Concrètement, comment ça marche? Exactement. En fait, quand on nous dit il faut changer le paysage, déjà généralement on fait un diagnostic du paysage, c'est ce qu'on appelle un diagnostic. Et donc du coup on analyse que ce soit le côté environnemental. Le côté social aussi, parce que on fait attention à l'usage qu'ont les personnes, les habitants locaux. Aussi, donc du coup, la demande du client. Et toutes les composantes, c'est-à-dire un peu plus générales, c'est-à-dire la topographie, donc s'il y a des reliefs ou pas, le climat, c'est vraiment très large en fait. Tout ça, tu l'apprends en théorie, et après, en pratique, il faut tout de suite, il faut penser à tous ces éléments-là. Alors le diagnostic, en fait, on l'apprend en théorie, mais on le met en pratique aussi pour l'examen. On doit rendre un dossier qu'on fait, on fait un diagnostic sur, par exemple, là, c'était une mairie qui a fait appel au lycée pour faire un aménagement, et donc du coup, on a dû faire le diagnostic du lieu pour l'évaluation du BTS. Et donc, du coup, en fait, on met vraiment en pratique ce qu'on apprend en cours, quoi. Bon, même avant de sortir du BTS. Tu regrettes pas ce choix, visiblement? Pas du tout, non. Et tu as changé le paysage chez tes parents un peu ou pas? J'essaye un peu. Ouais. J'essaye. À d'autres C'est ça, exactement. Tu parlais justement de stage et même du métier d'architecte paysager. Tu as eu l'occasion, du coup, de rencontrer des professionnels dans ces métiers-là pour échanger avec eux? Du coup, à travers mes stages, oui, parce que du coup, j'ai fait un stage au château de Pau, donc là, c'était plus de l'entretien, où on apprenait à entretenir soit des haies, des massifs, mais là, on apprenait vraiment la technique à l'ancienne, si je peux dire, c'est-à-dire vraiment la technique traditionnelle, où il y a presque pas c'est presque tout au manuel, en fait, donc c'est très intéressant. Et aussi, donc après, j'ai appris avec ma deuxième période de stage dans une entreprise privée,
à faire aussi de l'entretien, donc c'est-à-dire l'entretien de jardin classique, ou aussi de l'élagage, mais aussi des créations, c'est-à-dire soit créer un massif, créer une clôture. Voilà. Enfin, c'est vraiment très varié. On peut faire des stages partout, quoi. Alors Thomas Larieux, tu es avec nous, tu es étudiant, toi, en sciences politiques à Bordeaux. Ça. En quelle année es-tu? En 3e année. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ce choix? Pourquoi tu t'es dirigé vers ces études de Sciences Po? Tu souris? Oui, au final, ça a été plutôt une vocation pour ma part. Sciences Po, en général, l'institution est assez connue. Et ça a fait qu'au fur et à mesure de ma scolarité, je me suis dirigé vers un bac ES. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais bon, vers un bac ES. Et la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que le lycée dans lequel j'étais a un programme qui est organisé par la région, qui s'appelle JPP-JV, et qui est un programme qui doit normalement préparer des élèves de ces lycées-là, qui sont des lycées dans des espaces un peu détachés de la métropole bordelaise. Et donc, ce programme-là prépare les élèves de lycée, de la première à la terminale, alors à l'époque c'était au passage de concours, et dorénavant c'est à un bon dossier Parcoursup. Oui. Et donc à ce moment-là, moi je m'étais préparé. Par chance, j'ai eu donc le concours et je suis arrivé à Sciences Po. Par chance et par un peu de travail. Par aussi. chance, par travail, un petit mélange de tout, et voilà, c'était parfait. Donc vas-y. Ça veut dire que ça a commencé très tôt, cette envie d'aller à Sciences Po. Vraiment, oui, Tout très petit, tôt. tu t'es dit, je vais faire Sciences Po. Faut savoir que quand j'étais au primaire, je voulais faire journaliste. C'est un peu caricatural, mais je m'étais dit que j'aurais été à votre place. Mais au final, j'ai changé un peu d'avis et je m'étais dit que plutôt que de m'axer uniquement sur le journalisme, j'allais un peu ouvrir mes portes. Et c'est l'avantage, entre guillemets, de Sciences Po qui est assez général. Exactement. Je sais que beaucoup d'élèves de l'école vont à Sciences Po justement parce que ça ouvre une multitude de portes et beaucoup de possibilités professionnelles. Et alors, tu parlais de journalisme. Tu t'es ouvert justement plus de portes en étant en 3e année à Sciences Po. Est-ce que tu as affiné ton projet professionnel depuis? Alors, encore une fois, je suis un peu un ovni, mais mon projet professionnel, il était préparé avant même que j'arrive, entre guillemets, à Sciences Po. J'avais depuis longtemps une vraie affiliation pour le monde de la politique. Et ce qui fait que quand je suis arrivé à Sciences Po, je savais globalement déjà vers quoi je voulais m'orienter au sein de l'école, quels étaient les masters qui pouvaient m'intéresser. Mais je sais que, par exemple, si je prends l'exemple de ce qu'on a pu faire cette année, on a réalisé un projet vocationnel. Et l'idée, c'était vraiment que pour tous ceux qui avaient des doutes ou n'étaient pas certains exactement vers quoi ils voulaient s'orienter, de se mettre dans une démarche proactive qui visait à aller voir des professionnels, prendre contact avec eux, faire des entretiens pour connaître un petit peu plus, parce que, à la différence de ce que tu peux faire, nous, on n'est pas vraiment directement reliés au monde professionnel. Et donc, avec cette démarche-là, on a pu vraiment voir un peu plus à quoi consistaient ces métiers qui pouvaient nous orienter de loin, en tout cas. D'ailleurs, je voulais te poser une question. On l'évoquait tout à l'heure avec Maxime. C'est quel regard tu portes sur le monde professionnel et la voie professionnelle dans son ensemble, dans laquelle nous, on en est certains, et c'est une absolue certitude, on fait des magnifiques carrières, on a des magnifiques professions, on gagne bien sa vie, parce que très souvent on se dit je vais être plombier ou je vais être, je sais pas, paysagiste, mais on gagne très bien sa vie dans ces métiers-là. Quel regard toi tu portes sur ces professions? Moi, j'ai un regard très positif de ce secteur-là, vraiment. Ça, c'est plus en lien avec mon origine. J'ai une famille modeste, un père qui a toujours été en directe relation avec le monde professionnel, le monde donc de tout ce qui peut être l'artisanat, etc., etc. Et je sais que c'est certainement le plus gros reproche que je ferais au collège et même aux enseignants en général, c'est cette diabolisation de la filière professionnelle, alors que, comme vous le disiez, il y a vraiment de très beaux débouchés, de très beaux métiers. Quand j'écoutais tout ce que tu pouvais raconter sur le BTS paysagiste, j'imaginais absolument pas qu'on pouvait faire autant de choses et que ça pouvait être si enrichissant. Et c'est vraiment un peu dommage, parce que c'est des secteurs qui sont très bénéfiques pour l'ensemble de la société, qui ont vraiment un avenir certain. Surtout quand on voit que c'est justement dans ces secteurs-là qu'on a des problématiques pour embaucher. Il y a vraiment de l'emploi. Et donc, le monde, on va dire, professionnel, il est
ce monde-là, artisanal, et tous ces métiers-là qui sont souvent dévalorisés quand on fait des grandes études et vers l'université, au contraire, c'est vraiment presque plus l'avenir que aller en université, rentrer dans le moule qu'on a dépeint depuis déjà bien longtemps. Moi, je trouve ça formidable que les gens se spécialisent. Vous êtes d'accord tous sur ce côté a priori qui malheureusement est cliché, qui perturbe bien souvent les images et les perceptions des parents, tu le disais, enfin voilà, pas faire un procès contre les parents, mais qu'est-ce que vous en pensez tous de ces clichés, de ces a priori? Clément. Allez-y. Moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, chacun de vous, mais le souci c'est que en fait on est aussi entre guillemets formaté pour aller le plus loin possible, et ce que l'on retrouve généralement dans le discours des familles, c'est plus tu vas loin et mieux c'est, alors que comme tu le disais, on n'a pas cet avis, ce regard-là sur les métiers de l'artisanat, et justement en fait quand on est jeune c'est difficile de pouvoir prendre du recul et de ne pas d'écouter ce qu'on dit, mais de voir aussi à côté de ce qui se passe, et donc du coup réfléchir à éventuellement passer par cette voie-là. Maxime, justement, tu peux prouver avec les diverses poursuites d'études dont tu nous as parlé qu'on peut aller jusqu'au bac plus 5, considéré comme très loin. Tes parents au départ, tu leur as pas dit tiens le paysage. Ça. Après, mes parents ont été quand même assez compréhensibles, mais c'est-à-dire que au départ, ils étaient à me dire oui, il faut faire le plus d'études possible parce que plus tu fais d'études, mieux à la fin tu gagneras ta vie, mieux ton métier sera vu. Et aussi, mon père n'a pas fait la carrière qu'il aurait voulu. Et du coup, je ne sais pas si inconsciemment il voulait que moi je réussisse ce que je voulais faire à tout prix. Sauf qu'il pensait que ce que je voulais faire, c'était de longues études, alors qu'au final... il a fait un transfert. Peut-être qu'au final, je ferai de longues études, mais l'avantage avec le BTS, c'est que j'ai le choix. Je peux faire soit de courtes études et m'intégrer professionnellement, soit faire de longues études. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait mettre en avant, parce que faut avoir le choix, quoi. Parce que le problème avec les longues études, c'est que généralement, quand on commence, il faut finir. Et si on finit pas, après, on n'a pas de métier, quoi. Exactement, parce que Thomas, tu vois, c'est très clair pour toi, mais Thomas, toi, tu es parti pour 5 ans. Non, mais alors, le pire dans tout ça, je ne sais pas si c'est le pire, mais par exemple, à Sciences Po Bordeaux, on n'a même pas une licence. Et même dans les autres Sciences Po, c'est comme ça, on ne peut pas avoir de licence. C'est-à-dire c'est bac plus 5 ou rien. Et c'est un peu dommage. Et au final, la discussion qu'on a là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est en lien avec l'évolution du monde professionnel d'aujourd'hui, parce que par le passé, de faire de longues études, c'était s'assurer un bon emploi, qualifié, avec une bonne rémunération. Enfin, on avait vraiment cette certitude-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et la certitude, justement, elle est plutôt inversée. C'est les études courtes, spécialisées, vers les secteurs qui sont de l'artisanat et qui sont professionnalisants. J'ai une question à vous poser, parce qu'on l'a évoqué depuis 2 jours. En fait, on a vraiment ce sentiment que quand on aime ce qu'on fait, ça change tout. Quel que soit le choix, on le voit à travers tes propos. Toi Denis dit que t'es programmé, enfin t'es pas programmé. Tu t'es programmé parce que c'est ton choix et que tu adores ce que tu fais. Mais voilà, c'est ça. Et je sais que ce qui est très important à dire aujourd'hui, c'est que il faut être curieux et il faut surtout aller regarder. Si vous avez envie, par exemple, si vous êtes intéressé par tout ce qui peut être le paysage, enfin le jardinage, comme tu l'as dit, tu as été intéressé par la nature, par t'intéresser à comment jardiner, préparer, je sais pas, ton chez toi, ou je sais pas exactement la vie que tu as pu avoir, mais voilà, il faut commencer par quelque chose qui nous plaît, gratter un petit peu et chercher vraiment. Et ça a été ce que j'ai fait dans une dynamique différente de celle de chacun d'entre nous. Mais vraiment, c'est le conseil à donner aujourd'hui aux jeunes à qui on parle, c'est vraiment foncer, et surtout qu'aujourd'hui, on peut revenir en arrière et on peut avoir des passerelles, changer, rebondir. C'est vraiment ça. La notion de plaisir, elle est quand même importante pour vous tous. Je pense que vous faites plaisir dans ce que vous faites au quotidien, non ? Dans vos discours. Il y a ce côté-là, c'est important. Oui. Et puis moi, ce qui me fait sourire, c'est que, par exemple, les adultes, nos parents, mes parents me disent oui, les jeunes aujourd'hui, ils nous claquent entre les doigts comme ça, dès que ça leur plaît plus, ils s'en vont.
Et j'ai envie de leur dire, ah oui, mais c'est c'est normal. Est-ce que c'est une mauvaise chose finalement? Oui, voilà, pourquoi vous n'avez pas, pourquoi vous ne l'avez pas fait, quoi? Mais c'est encore une fois l'évolution du monde dans lequel on est. Et aujourd'hui, c'est un monde où, entre guillemets, on aura la possibilité de faire plusieurs métiers. Il y a beaucoup de possibilités sur ce point-là, donc c'est vraiment... Je me permets juste de rebondir, Maxime, sur ce que tu viens de dire, les parents. Je suis aussi un parent et on a des enfants. On essaye toujours, dans tous les cas, d'accompagner au mieux nos enfants pour ce que nous estimons être de la réussite. Or, c'est pas nous qui réussissons, c'est vous. Et je pense que s'il y a vraiment un message à passer, et je l'entends comme ça, en fait, quand tu dis on a bifurqué, j'ai bifurqué, et puis c'est pas exactement ce qu'ils attendaient, mais j'ai envie de dire, peu importe, en fait, c'est que tu leur as exprimé une chose qui est essentielle. C'est ce que tu avais envie, toi, de faire. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on doit l'entendre? Bah oui, exactement. Oui, c'est pas nos parents qui doivent décider ce qu'on doit faire. C'est nous, parce que après c'est notre futur métier à nous, et ce sera notre futur plaisir à travailler. Parce que pour moi, si on travaille sans plaisir, c'est pas une vie, quoi. Et puis même dans l'instant, aujourd'hui, quand on est étudiant et qu'on fait quelque chose qui nous plaît pas. Et on a des exemples, je pense, tous autour de nous, d'amis qui ont fait des études parce que les parents... Voilà, fallait le faire. Fallait aller en droit, fallait en sociaux, fallait surtout faire la fac. Et au final, justement, ça annule tout. Au final, rapidement, ils voient qu'il n'est pas bien, qu'il y a même un mal-être qui peut se faire. Donc vraiment, il faut faire ce qui nous plaît. Peu importe si au départ, par exemple, les parents ont l'impression que c'est pas forcément... la carrière qu'il fallait faire, que c'est les études qu'on avait envie que le petit il aille faire. Non, vraiment, il ne faut surtout pas douter. Et les possibilités, elles sont énormes aujourd'hui pour trouver ce qui peut nous plaire. Et après, pour rebondir à ce que tu viens de dire, là, quand ça nous plaît, forcément, on ne compte pas les heures dont on passe. C'est que du plaisir. Et je pense que là, de ce que je vois, ce qui se passe autour de moi, c'est qu'il y a une tendance, c'est que certains professionnels qui se rendent compte certes ils gagnent bien leur vie, mais au final ça leur plaît pas, et du coup ils passent par une phase de reconversion. Ils passent d'un métier où on est derrière un écran d'ordi vers un métier où c'est manuel, où on est en contact avec la nature par exemple. Et justement je pense que ces choix-là ils sont faits maintenant, et ça aurait pu être évité bien avant s'ils n'avaient pas été formatés. Ouais, après c'est des parcours des parcours de vie, mais c'est bien que vous mettiez un grand coup de balai à tout ça. Et puis d'inciter vraiment chacun à se questionner finalement, à revenir au basique. C'est presque paradoxal que ce soit moi qui le dise, parce qu'au final... j'allais dire, parce que tu es représentant quand même d'une école qui est absolument dans le cliché. Moi, je vais pas du tout... Ils vont pas être contents, Sciences Po. Non, je vais pas dévaloriser mon école elle est très bien, mais par exemple, quand je vois qu'aujourd'hui, depuis qu'il n'y a plus c'était déjà le cas avec le concours, mais depuis qu'il n'y a plus le concours, il y a une sorte de pression pour aller impérativement mettre le vœu Sciences Po Bordeaux, ou de mettre n'importe quel autre vœu de Sciences Po, alors qu'il y en a beaucoup qui arrivent et ils ne savent même pas. Quand on leur pose la question, pourquoi vous êtes à Sciences Po? Parce qu'on m'a dit de le mettre et parce que c'est bien. Non, quand je prends mon exemple, moi je l'ai fait parce que j'avais envie, j'avais une vraie vocation pour ça. Et il ne faut surtout pas se tromper de chemin, entre guillemets. Il faut faire ce qui nous plaît et ce pourquoi les tripes parlent au bout d'un moment. Oui, mais il y a pas mal aussi, il y a pas mal, peut-être pas, j'ai pas les stats que toi tu peux avoir, mais au niveau de Sciences Po, certains vont abandonner, peut-être, parce qu'ils vont s'apercevoir au bout d'un moment que c'est pas possible. Ça arrive, en première année, j'ai souvenir de 2 ou 3 élèves qui l'ont fait, alors que justement, il y a une certaine pression. Maintenant que tu es à Sciences Po, il ne faut surtout pas partir. Ah bien sûr. Oui, surtout quand on travaille sur le dossier depuis la première. C'est ça, sachant que vraiment, il y a une vraie concurrence pour y arriver à Sciences Po Bordeaux ou même dans les autres IEP. C'est très compliqué. En grosso modo, la stat, c'est une chance sur 10. Et quand on veut y rentrer à nouveau après, c'est encore plus compliqué. Et véritablement... Une fois qu'on y est, ça a été mal vu, en tout cas que certains changent d'avis, alors qu'ils ont raison. Si jamais tu n'es pas à l'aise à Sciences Po Bordeaux, eh ben change, il faut évoluer. Mais bon, vous rassurez-vous quand même, on est bien à Sciences Po Bordeaux. J'ai l'impression que tu vas rester à Sciences Po Bordeaux. Oui, pour ma part, moi je vais y rester, je suis bien à Sciences Po. Tu vas être d'ailleurs responsable des admissions. Et qu'on va se retrouver pour des interviews quand tu seras en politique, peut-être. Écoutez, non, faut être modeste, faut être modeste. Tu vois, il a déjà... Eh bien écoutez, je ne sais pas. Ah oui, ça, il a les codes, oui. Merci en tout cas merci à tous pour vos parcours, vos partages de parcours. Oui. Et puis bonne chance. Exactement. Bonne chance à tous. Régalez-vous, prenez du plaisir.
Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Mais avant, on vous repartage le numéro de téléphone. Si jamais vous avez des questions sur l'orientation professionnelle, n'hésitez pas à nous appeler au 05 57 57 73 73. On répondra à vos questions en direct ce soir. Et en attendant, on se retrouve à 12h15, c'est ça? Et toi, si tu veux arrêter, tu vois, par exemple, tu peux partir aussi. Hein, mais moi, je m'en vais. Voilà, bonne journée à vous.